J'ai remarqué une forme symétrique sous l'eau. J'ai d'abord pensé à une piste d'atterrissage. Le vaisseau aperçu par un sous-officier de Guantanamo aurait pu décoller de cette base sous-marine. J'ai vu surgir deux autres lumières derrière. Elles se sont mises à clignoter. Pourquoi dans nos océans? Et comment ont-ils réussi à construire une sorte de sous-marin volant? On a construit des maquettes capables de simuler un champ de force et équipées d'un système de propulsion. Il y a 22 ans, on a recensé des centaines d'apparitions d'objets volants et sous-marins non identifiés à Gulf Breeze en Floride. Et vous savez quoi? Ils sont de retour. Ces dernières années, on peut dire qu'on a été inondé sur le nombre d'observations d'OSNI. C'est quoi un OSNI? Tu as entendu parler des OVNI, les objets volants non identifiés. OSNI, ça veut dire objet sous-marin non identifié. Ça a généré un grand nombre de messages. Nous voilà aujourd'hui à bord d'un bateau, cap sur Gulf Breeze, un haut lieu de l'activité extraterrestre. On nous a signalé la présence d'extraterrestres dans cette ville, ainsi que dans tout le golfe du Mexique et les Caraïbes. On dispose de nombreux documents, et notamment des photos prises par Ed Walters à Gulf Breeze à la fin des années 80. Entre 1987 et 92, on a recensé plus de 200 observations d'OVNI et d'OSNI dans la région de Gulf Breeze. Et pourquoi précisément à Gulf Breeze? Bonne question, on ne sait pas. On pense qu'il y a peut-être une base extraterrestre sous-marine. Une base extraterrestre sous-marine. C'est génial quand on y pense, mais comment trouver des preuves qui puissent étayer cette théorie? Si on commence à chercher des bases de lancement pour ces vaisseaux, on entre dans une toute autre dimension et j'ai encore du mal avec ça. Est-ce que tu crois aux OVNI? Non, pas encore. Mais est-ce que ça te semble crédible? Absolument, j'ai vu des photos, des vidéos, j'ai entendu des histoires que je ne peux pas expliquer. Mais rien n'indique pour l'instant qu'il s'agisse de phénomènes extraterrestres. On vient de découvrir une preuve incroyable. Un ancien marine vient de mettre au jour ce que certains experts n'hésitent pas à appeler une base extraterrestre sous-marine. Voilà qui permet peut-être d'expliquer le fait qu'on ait aperçu autant d'OSNI à Gulf Breeze. J'étais en train de préparer une manœuvre lorsque j'ai découvert cette île située au sud de Cuba. J'ai remarqué une forme symétrique sous l'eau. Ce n'était pas naturel. Hodge Diaz est un sergent d'artillerie de la marine à la retraite. Il a servi en Somalie et en Irak. Au nord, on a l'île principale de Cuba. À l'ouest, c'est l'île de la Jeunesse. Un peu à l'est, je dirais à environ 5 km, on trouve ces deux lignes qui se croisent. Au départ, j'ai pensé que c'était une piste d'atterrissage. C'est une image incroyable, mais il s'agit peut-être seulement d'un phénomène géologique naturel ou d'un récif corallien. Les coraux ne forment pas de ligne droite et encore moins deux lignes droites qui se croisent pour former un X. Pour moi, c'est une preuve irréfutable. Est-ce qu'il y a beaucoup de bateaux commerciaux qui passent par là? Il s'agit presque uniquement de pêcheurs locaux. N'oublions pas qu'on est dans les eaux cubaines. Est-ce qu'il y a des activités navales dans cette zone? S'il y en a, elles sont très faibles, et encore une fois, elles sont forcément du fait des Cubains. Butch, vous avez l'habitude des images comme celle-ci, exact? Oui. Aviez-vous déjà vu une chose pareille ailleurs sur la planète? Comme ceci? Non. Il s'agit de deux lignes qui se croisent. Avez-vous déjà vu une seule ligne? Une seule ligne? Oui. Au sud de cette zone, en dehors de la carte, on en trouve quelques-unes. Mais on voit qu'il s'agit de rigoles. Elles sont moins profondes. Il s'agit sans doute de canaux d'écoulement. Est-il possible qu'il s'agisse simplement de deux rigoles qui se croisent? Je ne pense pas. Pourquoi dites-vous ça?
J'ai l'impression qu'elles sont situées bien au-dessus du fond marin. Il ne s'agit donc pas de rigoles qui ont été creusées. Elles sont en relief. Oui. Quelle taille font-elles? Environ 1,5 km. Est-il possible d'envoyer une équipe de plongeurs sur place sans alerter les Cubains? Non. Je n'essaierai pas et je ne le conseillerais pas non plus. Ce sont les eaux cubaines? Oui. Je m'interroge sur l'angle et sur la parfaite symétrie. Ça a l'air parfaitement droit. Et on dirait que l'angle n'a pas été choisi au hasard. Si on prolonge cette ligne en direction de l'est ou du sud-est, on tombe sur Guantanamo. C'est vrai que c'est curieux. Cette ligne pointe vers la baie de Guantanamo. Oui, c'est ce qui me gêne. Pourquoi est-ce qu'elle pointe dans cette direction? L'une des structures sous-marines pointe dans la direction de la baie de Guantanamo à Cuba. Et on a observé une forte activité extraterrestre dans la région. L'état-major Bon, je leur ai dit de se dépêcher pour venir voir. Je voulais m'assurer que je n'avais pas rêvé. Qu'est-ce qu'ils ont pensé de tout ça? Ils m'ont pris pour un fou. Ils n'ont rien vu, alors ce n'était pas mon jour. Les structures sous-marines que le militaire à la retraite Butch Diaz a découvertes pointent dans la direction de la baie de Guantanamo. L'officier de la marine Charles Howard a également vu un OSNI dans la baie de Guantanamo. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une coïncidence. Objet sous-marin non identifié. C'est exactement comme les ovnis qu'on voit dans le ciel, sauf que là, ils sont sous l'eau. Maximilien de La Fayette étudie les OSNI depuis 20 ans. Il a écrit un livre sur les OSNI et sur la présence d'extraterrestres en mer. Il pense que les observations dans la baie de Guantanamo et à Gulf Breeze s'inscrivent dans un projet bien plus grand. L'OSNI est un engin monté sur un châssis. Il y a une sorte de bouclier tout autour de l'OSNI qui fait qu'il ne touche jamais l'eau. Quand on plonge la main dans un verre et qu'on la retire, ça goûte. Les OSNI ne goûtent pas parce qu'ils ne sont jamais en contact avec l'eau. On ne voit jamais d'éclaboussure. Pourquoi? Parce qu'à l'avant de la machine, il y a un vide. Les appareils empruntent ce tunnel pour ne pas se mouiller. D'après Maximilien, les OSNI entrent dans l'eau sans éclaboussure. Tout ça grâce à une sorte de champ de force ou à un vide qui entoure les vaisseaux. Ça permet de repousser l'eau et de ne jamais la toucher. Pourquoi dans les Caraïbes? Pourquoi dans ce golfe? Si l'on en croit les rapports, on dénombre 12 bases extraterrestres. Sous l'eau, il y a des tunnels, des corridors qui relient les différentes bases entre elles. Vous voulez dire qu'il y a des tunnels au fond de la mer? Oui. Maximilien a récolté ces informations auprès de sources anonymes dans l'armée et à la NASA. Malheureusement, il n'y a aucun moyen de vérifier la validité de ces informations. Ce n'est pas possible qu'il s'agisse simplement de construction, de structures ou bien de bulles sous l'eau. Les extraterrestres sont bel et bien présents sur notre planète? Exact. Ils sont tous interconnectés. De l'Alaska au Japon, en passant par la Finlande, l'Angleterre et les Caraïbes. S'il existe un réseau de tunnels qui mène à une base extraterrestre au large des côtes cubaines, cela expliquerait les observations autour de Gulf Breeze. Des tunnels très sophistiqués. On parle de corridors, mais je ne pense pas qu'il s'agisse d'une structure solide en ciment ou en métal. Je pencherais plutôt pour du plasma solide. Et ils peuvent le déplacer. Ils peuvent bouger le tunnel selon leurs besoins et le placer à l'endroit où ils veulent se rendre. Maximilien vient de lâcher une bombe. Il vient de dire que ces structures sous-marines étaient en fait des tunnels plasma capables d'apparaître et de disparaître sans prévenir. Cela explique pourquoi ces structures sous-marines au large des côtes cubaines ne sont pas visibles sur toutes les photos satellites qui ont été prises.
On a découvert une information incroyable. On sait, grâce à Butch, qu'il y a une étrange structure sous-marine au large des côtes cubaines et on sait, grâce à Max, qu'il s'agit peut-être d'une base OSNI. Espérons qu'on réussira à s'approcher pour y jeter un œil. On vient de recevoir une excellente nouvelle. Le gouvernement américain vient d'autoriser notre voyage à Cuba pour aller examiner ces sites sous-marins. C'est fantastique. On va pouvoir plonger pour aller voir de quoi il s'agit. C'est bien. On va peut-être trouver des preuves tangibles de ce qu'il y a caché sous l'eau. On part pour Cuba, c'est génial. On va pouvoir plonger afin d'étudier des structures sous-marines. Je ne sais pas trop ce qu'on va trouver, mais je pense qu'il y a une explication rationnelle à tout ça. Si vous allez à Cuba pour danser le mambo, pas de souci. Mais si vous allez à Cuba pour enquêter sur ces dossiers extraterrestres, je vous souhaite bonne chance. Pourquoi pas? Il y a tout le temps des touristes qui vont à Cuba. Vous êtes américain. Vous voulez aller là-bas pour enquêter sur leurs secrets et revenir après aux États-Unis? Vous savez qui sera à l'aéroport pour vous attendre et récupérer ces dossiers? Les Cubains ne vous laisseront jamais regarder dans leurs dossiers secrets. On lui a dit qu'on avait prévu d'aller à Cuba et qu'on avait même reçu l'autorisation. Mais Max a prédit qu'on n'y arriverait jamais. On verra bien qui a raison. On se trouve dans le sud de la Floride. Aujourd'hui, on aurait dû débarquer à Cuba. On a reçu l'autorisation écrite du gouvernement américain pour aller enquêter là-bas. On a reçu une autorisation verbale du gouvernement cubain pour mener notre enquête, jusqu'à ce qu'ils découvrent qu'on s'intéresse aux ovnis. Ils ont rejeté purement et simplement notre demande. Ils ont dit, je cite, « Non, nous ne voulons pas être mêlés à cela ». Ça m'étonne parce que généralement, le plus dur, c'est d'obtenir l'autorisation des États-Unis. Mais en apprenant qu'on enquêtait sur les activités extraterrestres dans leurs eaux, les Cubains ont dit non. On ne peut pas aller à Cuba pour interroger les témoins oculaires. Mais on a retrouvé 3 témoins qui habitaient dans la baie de Guantanamo et qui nous ont raconté une histoire extraordinaire. Je m'appelle Nick Baguette. Je m'appelle John Bromett. Je m'appelle Eric Kendall et j'ai vu 2 objets volants non identifiés au-dessus de la baie de Guantanamo. C'était en 2000. Il devait être assez tard, vers 21h30. On marchait dans la rue pour se rendre chez un ami. Soudain, l'un de nous a remarqué 2 lumières vives dans le ciel. Elles se sont mises à tourner l'une autour de l'autre, pendant pas mal de temps. Elles ont fait plusieurs rotations. Et ensuite, l'une d'elles s'est éloignée rapidement. Plus rapidement qu'un avion ou un hélicoptère. Et on aurait dit que l'autre se rapprochait de nous. Qu'avez-vous fait en voyant ces lumières? On s'est mis à courir. Pourquoi vous mettre à courir? On a eu peur. Ouais, on a eu peur. On était terrifiés. Quel âge avez-vous aujourd'hui? 19 ans. Quel âge aviez-vous à l'époque? 10 ou 11 ans. 10, 11 ans. C'est très jeune et c'était il y a longtemps. Vous êtes absolument sûr de ce que vous avez vu? Oui, absolument. Affirmatif. Les enfants ont une imagination débordante et ils voient parfois des choses qu'ils ne comprennent pas. C'est une super histoire, mais je préfère avoir des témoins plus crédibles que des gamins de 10 ou 11 ans. Est-ce que l'un de vous pense qu'il ait pu s'agir d'un avion, d'un hélicoptère, d'une montgolfière, d'une fusée éclairante ou bien d'un feu d'artifice? Impossible. Non. Surtout qu'en vivant à Guantanamo, on a l'habitude de voir toutes sortes d'appareils voler de jour comme de nuit. Pourquoi avez-vous décidé de nous envoyer un mail? On a entendu parler de Charles Howard et de ce qu'il avait vu dans la baie de Guantanamo. Les 3 lumières clignotaient au même rythme, comme si elles étaient juste sous la surface. L'objet qu'il a vu était submergé. Mais c'était le même genre de lumière, la même intensité et la même forme circulaire. Vous avez vu quelque chose comme ce qu'a décrit Charles Howard? Je pense que les deux sont liés, oui. Voici ce que l'on sait. D'après une source militaire, il y a une mystérieuse structure sous-marine qui pointe en direction de la baie de Guantanamo. Maximilian pense qu'il s'agit de tunnels menant à une base extraterrestre. On a constaté une forte activité extraterrestre autour de la baie de Guantanamo. Mais qu'en est-il pour le reste de Cuba?
Les Cubains n'y connaissent rien en matière d'OVNI. Ce n'est que vers l'an 2000 que le gouvernement a officiellement commencé à en parler. Il y a eu une ouverture dans les médias. On a enfin mentionné l'existence des OVNI. Carlos Heredero est un ufologue cubain. Il est arrivé aux États-Unis il y a 1 an. Il a étudié des centaines de cas d'OVNI et d'OSNI observés à Cuba au cours de ces 15 dernières années. Cette carte est le résultat de plus de 200 interviews portant sur les observations d'OVNI. En 1995, il y a eu une grande vague d'observations au sud de la Havane. Des tas de personnes différentes ont vu les mêmes objets dans le ciel. Où se trouve l'île de la Jeunesse sur cette carte? Un peu plus au sud. Il est question de l'île de la Jeunesse qui se trouve hors de la carte, par ici. Cela coïnciderait avec ce que Diaz nous a dit à propos des structures sous-marines. On a fait une découverte majeure en discutant avec des ufologues cubains. Ils nous ont parlé d'un haut lieu de l'activité extraterrestre un peu au nord de l'endroit où on pense que se trouve la base sous-marine. Il parle d'un cas précis où un OSNI a plongé sous l'eau à l'endroit dessiné sur la carte. C'était un objet qui volait à environ 60 km/h, pas très haut dans le ciel, et il a disparu dans l'eau. Voici le dessin fait par un médecin cubain qui habite à l'est de la Havane. Il a vu un objet sortir de l'eau. Il y avait une lumière, une sorte de flamme au centre de l'appareil. Ça ressemble étrangement à l'appareil qu'Ed Walters a photographié à Gulf Breeze. Regardez. Il y a des cercles autour, il y a toutes ces lumières, et il y a même ce truc au sommet comme sur la photo de Walters. C'est l'un des épisodes les plus incroyables dans l'histoire de l'ufologie. En 1987, Ed Walters a pris plusieurs photos d'une soucoupe volante. Il les a apportées au journal local de Gulf Breeze, qui a publié son histoire. Des centaines de témoins se sont manifestés. Certains ont affirmé avoir vu le même appareil. D'autres ont parlé d'un appareil différent. D'autres encore ont déclaré qu'Ed Walters était un imposteur. Mais peu importe, Gulf Breeze en Floride est devenue la capitale ufologique du monde. Il y a 21 ans, fin 1987 et courant 1988, Gulf Breeze a été le centre de l'univers ufologique, et plus particulièrement cette maison. Le docteur Bruce Maccabee est un physicien de la marine américaine à la retraite. Il enquête sur les cas ufologiques depuis les années 60. Il a étudié en profondeur l'affaire Ed Walters. Ed se trouvait dans son bureau, de ce côté-là, quand il a remarqué un objet lumineux dans le ciel dans cette direction. Il a pris une première photo. L'objet se trouvait en partie caché derrière les arbres. La partie située en bas à gauche était cachée derrière des branches d'arbres. Il a ensuite pris 4 autres photos plus nettes. On aperçoit le transformateur téléphonique et les lampadaires sur les photos qu'il a prises. Je dois avouer que l'appareil photographié par Ed Walters et celui dessiné par l'un des témoins à Cuba se ressemblent beaucoup. Ils ont tous les deux la forme d'un gland entouré de lumière. Et sur les deux, on dirait qu'il y a une lumière qui sort du fond. Cette forme de gland ressemble trait pour trait à une observation faite à Kecksburg, en Pennsylvanie, en 1965. Au cours des semaines suivantes, il a fait d'autres observations. Il n'en a parlé à personne. Mais d'autres personnes ont vu des choses, et cela a été publié dans les journaux. Ed a été traîné dans la boue par les sceptiques. Les gens le traitaient d'affabulateur. Ed Walters y croyait dur comme fer. Il n'a jamais laissé les sceptiques se mettre en travers de sa route. Il a écrit un livre sur cette épreuve dans lequel il dit « Je suis un homme lambda. Les sceptiques disent de moi que je ne suis pas quelqu'un de célèbre ou de brillant. J'ai passé 2 détecteurs de mensonges et j'ai subi 8 heures de tests psychologiques qui ont prouvé ma santé mentale. Ils n'en ont pas parlé.
Les événements incroyables qui ont bouleversé ma famille et notre petite ville ne peuvent pas être balayés par une poignée de sceptiques. Cela soulève des questions et un jour, on aura les réponses. Que sont-ils et que veulent-ils? Pourquoi les gens ont pensé que l'histoire d'Ed Walters était une supercherie? N'importe quelle photo peut être truquée. Avec un Polaroid 600, on appuie sur le bouton et la photo sort automatiquement. Oui. On a découvert qu'il était possible de créer une double exposition. Chez Polaroid, ils nous ont expliqué qu'il suffisait d'arrêter le moteur. Ed a pris la première photo de l'OVNI un jour seulement après avoir acheté son appareil. Cela voudrait dire qu'Ed était mieux informé que les gens de chez Polaroid. Une double exposition, cela implique de prendre une vue et de l'exposer non seulement à l'image d'origine, mais aussi à une deuxième image. Le résultat, c'est que les images semblent ne faire qu'une, alors qu'en réalité, elles ont été prises à deux moments différents, mais sur le même morceau de film. De nombreux imposteurs utilisent cette technique de double exposition pour faire croire qu'ils ont pris la photo d'un véritable OVNI. La première photo n'a pas pu être doublement exposée, parce qu'on voit l'arbre qui bloque en partie la vue de l'objet. On ne peut pas faire ça avec une double exposition. C'est possible avec ce qu'on appelle une double exposition masquée. Cela consiste à utiliser un masque afin de bloquer la lumière en arrière-plan, mais c'est impossible avec un appareil de poche. Cela demande une trop grande précision au niveau des contours de l'arbre et de l'objet masqué par l'arbre. Si l'on en croit la mythologie de Gulf Breeze, Ed Walters est le seul à avoir vu l'appareil et à avoir pris des photos. Mais dans la réalité, il y a eu tout un tas de témoins bien avant Ed Walters. Et il y en a également eu par la suite qui ont eux aussi vu l'appareil à de multiples reprises. Une dizaine de personnes ont affirmé avoir vu la même chose. Et plusieurs centaines de personnes ont vu quelque chose qui pouvait avoir un lien. Alors est-ce que c'est normal de parler de canular pour des photos d'Ed Walters? Vous croyez à un canular? Non. Ce n'est que le sommet de l'iceberg. On dénombre des centaines d'observations d'OSNI et d'OVNI à Gulf Breeze. Il y a peut-être bien quelque chose dans l'océan qui les attire. J'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure. J'avais peur de percuter l'objet. Je n'avais jamais vu une chose pareille en 30 ans. En novembre 2007, le capitaine Keith Broussard se trouvait à bord d'un petit bateau qui reliait Panama City à Gulf Breeze, quand soudain, un objet vert, brillant et non identifié est apparu juste sous son bateau. Il est resté terrifié par ce qu'il a vu. Il devait être 3 heures du matin et je me trouvais à 150 km au sud d'ici. J'avais navigué toute la nuit pour rejoindre la baie de Mobile. Soudain, mon sonar s'est déclenché. J'étais censé avoir 400 mètres d'eau sous moi, mais mon sonar indiquait seulement 3,50 m. J'ai compris qu'il y avait quelque chose sous le bateau, mais je ne savais pas ce que c'était. J'ai regardé par-dessus bord et j'ai vu que l'eau était verte. J'ai regardé le ciel et j'ai aperçu une lumière derrière moi qui ressemblait à une étoile très brillante. J'ai pris la barre et je me suis rapproché. La lumière s'est déplacée à l'avant du bateau. À ce moment-là, l'objet qui se trouvait sous mon bateau est sorti de l'eau et s'est envolé dans le ciel. Pouvez-vous nous décrire exactement ce que vous avez vu dans l'eau? J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un sous-marin parce que c'était cylindrique, mais il n'y avait pas de lumière, donc ça ne pouvait pas être ça. En tout cas, l'eau autour émettait une lueur verte. De multiples témoins d'OSNI ont parlé d'une lumière verte sous leur bateau. Mais il peut s'agir d'un phénomène de bioluminescence. C'est une réaction chimique dans l'eau qui produit de la lumière. En fait, 90% de la vie marine produit de la bioluminescence. Décrivez-moi l'interaction entre l'objet et l'eau. La mer formait une sorte de dôme à l'avant et soudain, il a surgi de l'eau.
Un objet sous-marin plus gros que le bateau du capitaine Kiss est sorti de l'eau à toute vitesse. Cela aurait dû créer une vague de pression qui aurait pu facilement submerger le bateau. Il nous reste maintenant à découvrir comment cet objet a réussi à sortir de l'eau aussi facilement sans faire chavirer le bateau du capitaine Kiss. Le témoignage du capitaine Kiss est conforme à celui de l'officier Howard et de nombreux autres témoins qui disent qu'ils ont vu un appareil entrer ou sortir de l'eau sans faire d'éclaboussure. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête à ce moment-là? J'étais pétrifié, je ne savais pas ce qui m'attendait. J'étais à 150 km des côtes, j'étais dans une zone de silence radio. Je n'avais pas moyen d'entrer en communication avec la côte en cas de pépin. Combien de temps prend le trajet habituellement? Il faut 3 jours. Vous vous arrêtez pour dormir ou bien est-ce que vous naviguez non-stop? En général, j'attache le gouvernail pour dormir un peu. On peut imaginer que vous étiez simplement très fatigué. Vous étiez debout depuis un moment. Vos yeux ont pu vous jouer des tours dû au manque de sommeil. J'ai l'habitude de ce genre de situation. Je me repose toujours avant de sortir en mer. Kiss a l'air convaincu de ce qu'il a vu. Si cela se confirmait, ce serait une rencontre vraiment incroyable. Mais il ne faut pas perdre de vue que cet homme a passé plusieurs jours en mer, seul, et qu'il n'a dormi que quelques heures. D'un point de vue scientifique, ça peut provoquer des hallucinations. S'il a vu quelque chose, je ne suis pas convaincu qu'il s'agisse véritablement d'un OSNI. J'ai signalé l'incident à mon arrivée à la marina de Pirates Cove. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils m'ont regardé et m'ont dit « Oh, vous en avez été témoin, vous aussi ?» Ils m'ont avoué qu'on rencontrait parfois de drôles de choses au large. Comme je l'ai expliqué, je navigue depuis 30 ans et c'est la chose la plus étrange que j'ai jamais vue. La lumière verte que le capitaine Kiss a repérée est très semblable à ce que des pêcheurs de requins locaux ont vu au large des côtes de Gulf Breeze. Parfois, quand on est en mer, il nous arrive de voir des lumières dans l'eau. Des sortes de cercles luisants de couleur verte à environ 3 mètres de profondeur. On se trouve sur les côtes du golfe du Mexique. Des pêcheurs de requins de Gulf Breeze nous ont contactés pour nous dire qu'ils voient régulièrement des lumières dans l'eau quand ils sortent chasser le requin la nuit. En général, voilà ce qu'on fait. On prend nos appâts, nos kayaks et on s'éloigne à environ 500 mètres de la côte. Une fois là-bas, on ne voit plus les lumières des hôtels. C'est bien plus tranquille. On voit des choses dans le ciel et dans l'eau qu'on ne voit pas depuis ici. On voit même le fond. Je m'appelle Marcus May et je vois régulièrement des ovnis quand je pêche. On voit des sphères vertes dans l'eau. Est-ce que ça bouge? Non, c'est immobile, mais ça luit. Comment faire pour aller là-bas et voir ces lumières? Il faut prendre un kayak. Vous pouvez emmener Pat? Oui, sans problème. De quoi tu parles? Tu devrais aller voir ça par toi-même. Va voir ces lumières et ce qui se trouve sous l'eau. Et attrape-nous quelques requins. Oui. Il y a beaucoup de requins par ici? Oui, mais ne vous inquiétez pas, on va les attraper. Ils sont gros? Est-ce qu'il y a de quoi se faire du souci? Le plus gros qu'on a attrapé faisait 115 kilos. Mais si vous ne tombez pas à l'eau, vous ne risquez rien. Ne tombe pas. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des attaques de requins dans la région? Absolument. On recense une attaque chaque année. J'essaierai de m'en rappeler quand on sera sur l'eau. Je suis honoré que Bill et Kevin aient autant confiance en mes capacités, mais ce n'est pas eux qui vont devoir sortir dans ces eaux infestées de requins. Si je bascule par-dessus bord, ça ne sera pas beau à voir. Bon, on est parti. Allons-y. À toi de jouer. Souviens-toi, ne tombe pas. Il a l'air un peu chancelant, je trouve. Il s'est fait bousculer par une grosse vague. Mais je ne l'entends pas crier. Tu vois quelque chose dans l'eau? Quand je mets ma pagaie dans l'eau et que je remue, elle devient bioluminescente. Mais il en faut beaucoup pour créer toute cette lumière. Pat a réussi à créer de la lumière simplement en tapant avec sa rame dans l'eau. C'est ce qu'on appelle la bioluminescence. C'est une réaction chimique provoquée par un organisme. Le résultat de cette réaction chimique, c'est l'émission de lumière. C'est une très bonne explication pour le phénomène que les pêcheurs ont observé.
On a largué l'appât. Marcus dit qu'il y a des requins tout autour de nous. Je vois des ombres sous le bateau, mais ce n'est pas très précis. Il n'y a pas de clair de lune ce soir. L'eau est vraiment très sombre. La côte a l'air très loin. Si j'avais un problème, ce serait dur de pagayer jusqu'à la côte. Mieux vaut ne pas avoir d'ennui. Est-ce que c'est stable? Tu arrives à garder l'équilibre? Le kayak tangue un peu, mais ça va. Attends. Je crois que quelque chose vient de percuter mon kayak. Le kayak tangue un peu, mais ça va. Attends. Je crois que quelque chose vient de percuter mon kayak. Marcus dit que les requins ont la réputation de percuter les bateaux et de faire basculer les gens par-dessus bord. C'est une situation relativement dangereuse. Si le requin le percute trop fort, il risque de tomber à l'eau ou des tas de requins l'attendent. Ce qui a percuté ton kayak est toujours là, en train de te tamponner? Je n'ai pas l'intention de rester pour le découvrir. Je continue ma route. Le voilà! Hé, vous avez réussi! Attendez, Marcus, où est Pat? Je ne vois pas Pat. Pat était derrière vous? Oui. Je ne vois pas Pat. Bon, Pat, Marcus est de retour. On attend que toi. On a cru voir Pat revenir sur la rive en kayak, mais ce n'était pas lui. C'était Marcus. J'ai commencé à me faire du souci. On ne savait pas où il était et le courant était fort. Surtout qu'il ne répondait pas au talkie-walkie. Je vois Pat sur la gauche. Tu vois Pat? Chouette, mais un peu humide. J'ai failli basculer par-dessus bord à cause de la houle. Le vent est sacrément fort. Tu étais percuté par un requin? Tu as eu peur? J'ai eu la peur de ma vie. On venait juste de jeter les appâts. Il y a des requins partout. C'était intense. Mais quand j'étais sur l'eau, j'ai réussi à l'aide de ma pagaie à recréer la lumière verte provoquée par la bioluminescence. Peut-être que la lumière verte que les gens ont vue n'est qu'un phénomène de bioluminescence. Il faisait tellement noir qu'on avait du mal à se voir. En bougeant ta pagaie sous le bateau, tu as vu de la bioluminescence? Oui, mais il dit que ça n'a rien à voir avec les boules de lumière qu'il a vues. Les sphères faisaient cette taille-là et elles devaient être à 3 mètres de fond. Vous avez vu quelque chose d'aussi gros? Oui. Marcus dit que ce n'est pas de la bioluminescence qu'il a vu. Il a vu des sphères vertes et lumineuses. Et la bioluminescence n'explique pas ce que le capitaine Kiss et les autres témoins ont vu. Des objets entrant et sortant de l'eau sans faire d'éclaboussure. En tournant la tête dans la direction d'où venait le son, j'ai vu une forme triangulaire avec des lumières rouges. Soudain, elle est entrée dans l'eau. Je n'ai pas entendu ni vu d'éclaboussure. Ça s'est dirigé droit sur la baie sans faire la moindre éclaboussure. Une chose que je trouve vraiment fascinante, c'est que ces osnis entrent et sortent de l'eau sans faire d'éclaboussure. Ça m'interpelle. Est-ce qu'il existe une technologie ou bien un design d'appareil qui permet d'expliquer cela? J'ai entendu dire qu'il existait des appareils supersoniques capables de créer un champ de force autour d'eux. Du coup, il n'y a pas de phénomène de traînée. Peut-être que les osnis utilisent cette technique. Je vais demander à un ingénieur en aéronautique s'il est possible de créer une sorte d'onde autour d'un objet et d'insérer cet objet dans l'eau pour voir ce qui se passe. J'ai bien envie d'enquêter là-dessus. Nous voici chez Flometrix pour rencontrer Steve Harrington. Il est ingénieur en aéronautique. On est là pour mener une expérience visant à minimiser les éclaboussures lorsqu'un disque entre dans l'eau afin d'imiter les propriétés d'un osni. Les osnis entrent dans l'eau sans créer d'éclaboussure. C'est ce que les témoins et Maximilian nous ont dit. Quand on plonge la main dans un verre et qu'on la retire, ça goûte. Les osnis ne goûtent pas parce qu'ils ne sont jamais en contact avec l'eau.
On espère que vous pourrez nous aider à comprendre comment c'est possible. Quand un objet entre dans l'eau à grande vitesse, il a tendance à créer une petite colonne d'air derrière lui. Et quand l'eau reprend sa place, c'est là qu'on observe des éclaboussures. Mais si on met suffisamment de bulles dans l'eau, on change la densité de l'eau à proximité de l'objet. L'eau devient plus compressible et quand elle reprend sa place, il n'y a pas ce pic de pression responsable des éclaboussures. On a construit des maquettes capables de simuler un champ de force et équipées d'un système de propulsion qui va pousser l'eau sur les côtés au moment où l'OSNI entre dans l'eau. L'autre chose qu'on va tenter aujourd'hui, c'est un revêtement hydrophile qui attire l'eau. À l'inverse, la cire est un revêtement hydrophobe. Après avoir lavé votre voiture, par exemple, l'eau a tendance à perler à cause de ce revêtement hydrophobe. Autrement dit, le revêtement hydrophile va créer moins d'éclaboussures et donner un rendu plus lisse autour de l'objet qu'un revêtement hydrophobe, qui repousse l'eau et crée des éclaboussures. Oui, exactement. On va filmer chacune des plongées avec une caméra 300 images par seconde. On va faire une analyse image par image pour voir précisément l'importance des éclaboussures. Lançons-le et voyons ce que ça donne. 3, 2, 1. Bon, notre premier essai va servir de contrôle. L'ingénieur en aéronautique Steve Harrington a créé un OSNI miniature. On va tester plusieurs façons de réduire les éclaboussures de l'appareil lorsqu'il entre dans l'eau. 3, 2, 1. Waouh! C'est plus important que je ne le pensais. Ça a éclaboussé sacrément. Je suis très surpris qu'un objet aussi petit puisse créer autant d'éclaboussures. Tous les témoignages d'observation d'OSNI ont décrit un gros objet entrant dans l'eau sans provoquer d'éclaboussures. Les trois lumières clignotaient au même rythme, comme si elles étaient juste sous la surface. Mais l'eau ne bougeait pas. On pense savoir comment c'est possible. Ici, on a un tuyau avec de l'air comprimé qui est relié au réservoir qu'on a vu juste avant. Ensuite, il y a des jets sur l'avant par lesquels l'air va sortir. Je remplis d'air comprimé. La pression monte. C'est bon. J'adore ce bruit. 3, 2, 1. Tire d'un coup sec. Ça a diminué les éclaboussures. Comment? Ça a diminué les éclaboussures. Tu as de l'eau plein le visage. Pas vraiment. Ce n'est pas très différent de la première fois. D'accord. On doit se concentrer sur la première éclaboussure. Malheureusement, tout se passe tellement vite qu'on ne voit rien à l'œil nu. Est-ce qu'il y a un changement? Je ne sais pas encore. Il faudra attendre de voir les images. On a recouvert l'OSNI avec un revêtement hydrophile. On espère que les éclaboussures seront moins importantes. 3, 2, 1. J'ai vu des éclaboussures au moment de l'entrée dans l'eau. Mais il y a un changement au niveau des éclaboussures secondaires. C'est ce qui compte. Oui. On ne voit jamais d'éclaboussures, parce qu'à l'avant de la machine, il y a un vide. Les appareils empruntent ce tunnel pour ne pas se mouiller. Si on cherche un objet capable d'entrer dans l'eau sans créer la moindre éclaboussure, il faut partir sur une forme différente. À moins que l'objet lui-même soit enfermé dans une sorte d'onde qui est invisible à l'œil nu. Et en réalité, c'est cette onde qui change de forme. Bill et Maximilian ont tous les deux une théorie intéressante sur les OSNI. Ils parlent d'un champ de force qui entoure les objets et qui les empêche d'éclabousser quand ils entrent dans l'eau. On ne dispose pas de la technologie afin de tester une théorie pareille. Concentrons-nous plutôt sur nos essais et analysons les vidéos au ralenti. Regardons d'abord la vidéo de contrôle. On peut mesurer la hauteur grâce au carreau sur le mur. Faites-moi voir. La première éclaboussure uniquement, pas la seconde. Absolument. Voilà le moment où l'éclaboussure est la plus importante. On ne va pas tenir compte de toutes les petites gouttes impossibles à voir si on n'a pas le nez dessus. Ça ne montre que de 2 carrés. Des carrés, c'est une mesure scientifique? Absolument. Bon d'accord, 2 ou 3 carrés.
Regardons celle avec l'air comprimé. On dirait qu'il y a 3 carrés. Ce n'est pas très différent de la première. Et avec le revêtement hydrophile, à nouveau 2 ou 3 carrés de hauteur. Même 4. Waouh, ça va encore plus haut, non? Ça n'a pas du tout aidé. C'est même pire qu'avant. C'est drôle. Tous les changements qu'on a apportés pour minimiser les éclaboussures sur notre maquette d'Osni n'ont fait qu'aggraver les choses. C'est évident, nous n'avons pas la technologie pour supprimer les éclaboussures. Ça veut peut-être juste dire qu'on est encore loin de comprendre comment fonctionnent les Osni. Ils n'utilisent pas de bulles d'air. Bien sûr que non. Ou de substances visqueuses et hydrophiles. Oui. Maximilian nous l'avait bien dit. Il nous a dit que les Osni ne touchaient jamais l'eau. Il y a une sorte de protection autour. C'est pour ça qu'on ne voit pas d'éclaboussures. On a très clairement affaire à une technologie non conventionnelle. Et on est à des années-lumière de comprendre de quoi il s'agit. Ça ne m'étonne pas qu'on n'ait pas réussi en laboratoire à fabriquer un appareil qui ne fasse pas d'éclaboussures. Si on part du principe que ces Osni proviennent d'une civilisation très avancée, alors ils doivent posséder la technologie pour le faire. Mais ce n'est pas notre cas. C'est clair que Gulf Breeze en Floride est un haut lieu de l'activité ufologique. C'est le cas depuis maintenant 22 ans. La plupart de ces appareils semblent venir du golfe du Mexique, juste au-dessus de Cuba. D'après un ancien militaire, il y aurait une rampe de lancement sous-marine. C'est bien possible que ces ovnis et ces osnis qu'on voit survoler Cuba et Gulf Breeze proviennent de cette base sous-marine. Cela expliquerait pourquoi on les voit régulièrement plonger dans les eaux du Golfe. Ces données ont été corroborées. Nos océans restent en grande partie inexplorés et c'est là que se cache la vérité.